Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser l'action Nike. Et pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai en position, je l'ai en portefeuille depuis le mois dernier, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur le portefeuille. Alors pourquoi j'ai acheté Nike? Alors c'est très simple. Dans une des dernières vidéos du CAF Rentable, le podcast que j'anime avec Hugo de la chaîne IQ Invest, j'avais dit si Bill Ackman achète une action, je l'achète. Il l'a fait. Je l'ai fait, et maintenant, place à l'analyse. Et l'objectif ici, ça va être de connaître l'entreprise Nike de A à Z et de savoir tout simplement ce qu'a trouvé Bill dans cette action. Et comme d'habitude, commençons par le sommaire de l'émission. Dans une première partie, nous verrons l'entreprise Nike du passé au présent. Ensuite, nous ferons l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. L'analyse quantitative suivra juste après avec des ratios et des chiffres et nous verrons ma décision en guise de conclusion. Alors petit disclaimer, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, je ne suis pas un professionnel de la finance. Vous ne devez pas faire comme moi, acheter une entreprise sans l'avoir analysée, même si vous connaissez Nike. Soyez sérieux, faites vos propres recherches, vos propres analyses avant de passer à l'achat ou non d'un titre. C'est parti pour l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et on va commencer tout d'abord par le business model. Comment Nike gagne de l'argent? Nike va s'occuper de la conception, du développement et de la commercialisation, ainsi que de la vente mondiale de chaussures de sport, de vêtements, d'équipements, d'accessoires et de services. Ensuite, les canaux de distribution. Nike exploite deux types de distribution principales. La vente de ses produits en gros avec des wholesale, donc les grossistes, qui représentent 56% du chiffre d'affaires en 2024. Mais depuis le Covid, Nike veut développer sa distribution directe via ses propres magasins et sa plateforme de e-commerce, qui aujourd'hui représente 44% du chiffre d'affaires et c'est quand même en assez belle augmentation par rapport à quelques années en arrière. Pour ce qui est des ventes par activité, tout est disponible dans le rapport annuel page 38, mais on va voir que les chaussures de sport, ça représente 68% du chiffre d'affaires. Le vêtement, 28%, l'équipement, accessoires, etc., enfin le reste, va représenter 4%. Bon là, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? C'est que le footwear est le segment le plus important parce qu'il va représenter les 2 tiers des ventes du groupe. Ensuite, comment se répartit le chiffre d'affaires par région? L'Amérique du Nord représente 43% de son chiffre d'affaires. Ensuite, ça va être l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, avec 28%, la Grande Chine, 15%, et puis l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine qui représentent à elles deux 14%. Bon là, on voit qu'il y a une assez bonne diversification géographique, mais il y a quand même une prédominance de son marché historique, l'Amérique. C'est parti pour l'analyse SWOT de Nike, et commençons par les forces. Première force pour moi, c'est qu'il y a un branding qui est très fort, notamment avec la marque Jordan qui va générer 6,6 milliards de dollars en 2023. Ensuite, il y aura Converse avec 2,43 milliards de dollars générés la même année. Et ensuite, forcément, il y aura Nike qui est l'une des marques les plus reconnues et valorisées dans le monde, avec notamment son célèbre logo swoosh et le slogan Just Do It, qui vont être synonymes de succès et de détermination par de nombreuses personnes, et notamment les plus grands athlètes. La deuxième force, ça va être tout simplement sa position de leader, incontesté dans sa catégorie avec 18% des parts de marché dans le monde. L'avant-dernière force de Nike, c'est son large portefeuille de produits. Nike, c'est plus de 773 paires de chaussures en 2023. Des vêtements aux chaussures en passant par les chaussettes, du foot au basket en passant par le golf et le tennis. Là, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Ça lui permet de capter plusieurs marchés et de réduire sa dépendance à un seul produit. Et pour finir, Nike est un pur player du sponsoring. Michael Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Serena Williams, Mbappé, Rafael Nadal, et j'en passe, ont tous signé un contrat long terme avec la marque. Mais Nike, c'est aussi un pur player du partenariat. La ligue de football américain, donc la NFL, la NBA, le basket, et plus récemment la Mannschaft, donc l'équipe nationale de foot allemande qui sera bientôt tout en Nike, après plus de 70 ans passés chez Adidas, le premier concurrent. Vous connaissez la musique, s'il y a des forces, il y a forcément des faiblesses. Et commençons tout de suite. Et la première faiblesse pour moi de Nike, c'est sa verticalité. La fabrication de ses produits dépend de plus de 130 usines dans 15 pays. Mais le plus important, c'est que toutes les chaussures de Nike, donc 68% de son CA, sont fabriquées en dehors de l'Amérique par des sous-traitants indépendants, souvent situés en Asie, donc en Chine, Vietnam, etc., Indonésie notamment. Et là forcément, des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement sont plus susceptibles d'arriver. La deuxième faiblesse du groupe, c'est sa dépendance au marché américain,
quasiment la moitié des ventes sont effectuées là-bas. Forcément, le risque, c'est si l'économie américaine ne se porte pas très bien, les ventes ne se porteront pas très bien. Et ensuite, c'est un marché qui est mature, même très mature, et la croissance pourrait manquer. Et la dernière faiblesse, c'est le risque de scandale, même le problème de réputation. Et dans l'histoire de Nike, il y en a eu. Par exemple, en 1990, il y a eu un scandale au niveau des travails des enfants dans les usines et des conditions de travail très mauvaises et dangereuses chez certains sous-traitants. L'image de marque, forcément, dans ces cas-là, elle est en péril. Et en 2018, il y a une publicité qui a été largement controversée quand notamment Colin Kaepernick avait protesté contre les violences policières en s'agenouillant pendant l'hymne national américain. Là, forcément, il y a eu un appel au boycott par une partie de la population américaine. Bon, on va pas se taper le moral plus longtemps, on va passer aux opportunités parce qu'il y en a quand même pour Nike, même si elle existe depuis un paquet de temps. Et la première opportunité, ça va être via sa stratégie Direct to Consumer, donc DTC, qui a tout simplement pour objectif de renforcer la relation directe du groupe avec ses clients. Et pour ce faire, Nike va opter pour l'expansion de ses ventes en ligne via ses sites internet, le développement des magasins physiques de Nike qui aujourd'hui en comptent déjà 1000, et le contrôle et l'amélioration de sa verticalité en réduisant le nombre de sous-traitants. La seconde opportunité du groupe, ça va être la croissance des marchés émergents. Avec une tendance à l'occidentalisation en Asie, il y a un CAGR prévisionnel de 11% sur la prochaine décennie qui est à attendre pour les vêtements de sport selon les analystes. L'avant-dernière opportunité, ça va être la recherche et développement, c'est l'essence même de Nike qui cherche à concevoir des chaussures toujours plus performantes et innovantes. On peut prendre l'exemple de la technologie Flyknit, la bulle d'air et les chaussures auto-lassantes. Et forcément, la quatrième et dernière opportunité, ça va être de signer des partenariats avec de nouvelles ligues, pourquoi pas, et des nouveaux athlètes toujours plus en vogue. Niveau menace, qu'est-ce qu'on peut dire de Nike ? Pour moi, j'en ai trouvé 3 importantes. Pour moi, la première, ça va être le marché qui est très concurrentiel, avec des entreprises comme Oka ou On qui proposent des paires de chaussures, donc le principal produit de Nike, à des prix oscillant entre 100 et 200 euros. Contre Nike, où les prix sont en moyenne plus élevés, on peut même arriver à plus de 300 euros pour une paire de running. La seconde menace est la géopolitique, forcément avec des fournisseurs et fabricants principalement situés en Asie, des guerres commerciales entre la Chine et l'Amérique du Nord, autour de frais de douane, etc., peuvent impacter négativement Nike. Et la troisième et dernière menace, c'est un ralentissement économique ou voire une récession, qui peuvent affecter la santé financière du groupe, tout en sachant que les produits de Nike sont considérés comme chers par la plupart des consommateurs. Ils auront donc tendance à ne pas acheter ou se tourner vers des concurrents proposant des prix plus abordables. Alors maintenant qu'on a vu l'analyse SWOT de Nike, a-t-elle un moat, un avantage concurrentiel ou pas ? Bon, tout d'abord, selon l'oracle Morningstar, Nike est noté Wide Moat, donc c'est top, c'est le niveau le plus haut. Et si on se penche un peu plus dans le détail, pour moi, l'avantage concurrentiel principal de Nike, ce sont ses actifs immatériels. Car elle fait partie des marques comme Apple ou Coca-Cola les plus fortes du monde, en détenant notamment d'autres marques de renom comme Converse et Jordan. Et comme on l'a dit avant, les plus grands sportifs signent des contrats avec le groupe. Les gagnants vont avec les gagnants. Et Nike forcément va détenir aussi des brevets en optimisant toujours plus ses produits avec de nouvelles technologies. Alors pour ce qui est du management, le PDG actuel c'est John Donahoe depuis 2020. C'est assez récent mais ça fait quand même un peu de temps qu'il est dans l'entreprise, je crois que ça fait plus de 10 ans même, donc c'est un management assez senior. Il est venu remplacer le mythique PDG fondateur Philip Knight avec plus de 40 ans passés à la tête du groupe. Pour ce qui est de l'actionnariat, alors est-ce qu'il y a du skin in the game ? De ce que j'ai vu, c'est que Philip Knight et sa famille, et la holding de contrôle, détiennent encore 20% des actions de classe A, donc c'est ceux avec les droits de vote de Nike, si je ne me trompe pas. Et sinon, en classe B, on va retrouver des institutionnels habituels, JP Morgan, etc. Et Bill Ackman, via son fonds d'investissement, devient actionnaire en achetant plus de 3 millions d'actions. Et comme d'habitude pour l'analyse quantitative, on se retrouve sur l'application EcoInvest. Vous allez voir, il y a tout pour faire votre analyse quantitative. Moi, je peux vous dire que même le travail est bien mâché. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code JINVEST10. Tout sera en description. Et sans plus tarder, commençons tout de suite. Bon, Nike, aujourd'hui, elle est à 80 $. J'ai mis le cours en total return, comme ça les dividendes sont réinvestis. Et sur 5 ans, on voit qu'il y a quand même de la cyclicité. Avec un CAGR notamment négatif à moins 0,53%
et une linéarité à moins 0,13. Bon, là, forcément, si on compare au S&P 500, c'est pas top top. Maintenant, on va comparer le cours par rapport au S&P 500. Bon, bah là, Nike prend une sacrée décote. En même temps, en ce moment, c'est pas non plus l'action tendance, j'ai envie de dire. Si Bill Ackman l'a acheté, ça veut dire, vu qu'il a un style value, il y a de grandes chances qu'elle soit décotée, donc qu'elle soit pas super intéressante à prime abord. Sinon, en note quantitative, elle a quand même, elle se défend super bien parce que c'est une entreprise de qualité, même ça fait un paquet de temps, avec une note quantitative de 15 sur 20 et notamment des ratios de rentabilité pour l'actionnaire qui sont très bons, surtout pour secteur. On voit que le ROC sur 10 ans, il est à 29%, le RE, donc le return on equity, le retour des capitaux propres, est à 34%, des marges brutes, certes, qui sont inférieures aux entreprises que je regarde habituellement, mais quand même des marges qui sont assez belles. Une marge brute à 44%, une marge nette à 11%, et des capex que l'on peut digérer assez facilement avec seulement 11%. Au niveau de la croissance, par contre, sur 10 ans, là on est à 8%, là pour le coup c'est pas top, mais aussi, Nike, il faut pas l'oublier, elle existe depuis très longtemps et c'est une entreprise qui est très mature. Donc forcément, plus une entreprise est mature, plus sa croissance a tendance à diminuer. C'est normal, c'est plus une entreprise de croissance. Alors les free cash flow, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur 10 ans, la croissance, elle est de 10%. Sur 5 ans, elle est de 16%. Et la dernière année, elle est à 39%. Et ça, j'aime beaucoup. Des free cash flow en croissance, ça veut dire que l'entreprise génère de plus en plus de cash. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le fait comme quoi l'entreprise est décotée, on le voit sur l'évaluation du prix selon la méthode que je vous invite à aller voir plutôt sur la chaîne d'Hugo. Elle est à une décote de 44,5%. Pour ce qui est des revenus, on passe à l'onglet quantitatif. Donc, on voit que les revenus sont croissants, mais ont tendance à être un peu cycliques. Là, on le voit, 2023-2024, c'est doux, c'est mou même, si je peux dire. 2018-2020, c'est mou, mais en même temps, année Covid oblige. L'EBITDA, pareil, il suit à peu près la même croissance. Les free cash flow sont sympas par contre. 2015, on était à 3 milliards, on est passé à 6 milliards, on les a doublés en 10 ans. Voilà, c'est plutôt intéressant à savoir. Pour ce qui est des retours sur capitaux, les capitaux augmentent, surtout entre 2023 et 2024, où il y a de plus en plus de création de richesses. Il y a eu des pics à la baisse en 2018 et en 2020. Alors pour 2020, ça s'explique assez facilement, hein. Année Covid, tu connais. 2018, il faudrait se pencher dessus. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire encore. Mais on voit que le ROE suit plutôt une belle courbe parce qu'en 2015, il était à 25 et il arrive à 39 en 2024. Il y a de la création de richesse pour l'actionnaire. Ça, j'aime beaucoup. Alors pour ce qui est de la rentabilité, vous le savez, le plus important, ce sont les marges. Les marges, ça veut dire beaucoup. S'il y a des marges élevées, s'il y a des marges qui sont stables, ça veut dire qu'il y a un avantage concurrentiel derrière. En tout cas, il y a de très grandes chances. Là, qu'est-ce que l'on peut dire pour les marges? Il y a une marge qui est quand même, si on prend la marge brute, qui était à 45% en 2015 et elle est à 44% en 2024. Là, c'est tout simplement des marges qui sont élevées quand même et stables. Donc ça veut dire qu'il y a un avantage concurrentiel très net, enfin pas très nettement, mais il y a de très grandes chances qu'il y en a un. La marge nette, on était à 10% et on était à 11% en marge nette. Alors, on peut dire qu'il y a du pricing power parce que l'entreprise arrive à augmenter ses marges. Après, un point, faut pas non plus sauter au plafond, c'est pas la mort, hein. Enfin, c'est pas énorme. Pour ce qui est des dividendes, voilà, ça peut être intéressant. Est-ce que vous êtes un investisseur quality growth, donc un investisseur quality croissance, ou est-ce que vous êtes plutôt un investisseur quality, donc vous investissez dans des entreprises de qualité en visant plutôt les dividendes? Là, on peut prendre l'exemple de Texas Instruments. J'en avais fait une vidéo récemment et même un podcast avec Hugo en deep dive. Et voilà, il y a plusieurs types d'investisseurs qualité. Il ne faut pas voir que quality growth. Donc niveau dividende, on est quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'on est passé de 2015 à 0,50 centimes à 1,40€ en 2024. J'avais fait le calcul, je crois qu'on arrive à quasiment 170% de performance en 10 ans, ce qui est plutôt très bien. En tout cas, la croissance est linéaire. Et surtout, c'est une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'en 2020, ils n'ont pas coupé le dividende. Ça veut dire que l'entreprise avait quand même du cash, même si c'était la galère à ce moment-là, année Covid, tu connais. Au niveau des dettes sur EBITDA,
on était à 0,30, donc vraiment pas de dette quasiment en 2015. Et là, en 2024, on est à 1,58. Ça veut dire qu'il faudrait 1,58 ans, donc un an et demi d'EBITDA pour rembourser la totalité des dettes. On est plutôt bien là. Bon, là, c'était un peu compliqué. Mais ce sont des dettes vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessus. Vraiment pas. Franchement, pour ce type d'entreprise, c'est sain. C'est très sain. Pour ce qui est des rachats d'actions, il y en a, ils sont réguliers. Maintenant, les actions en circulation, là aussi, les actions en circulation, c'est un très bon point parce qu'elles sont en diminution. Plus les actions diminuent, plus il y a de la richesse pour l'actionnaire. Pour ce qui est de l'historique, alors là très rapidement, moi ce que je regarde, ce que je vous encourage à faire, c'est regarder les free cash flow. Même si vous les avez vus avant, c'est toujours bien et intéressant d'aller les chercher dans le tableau des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie, on était à 3 milliards, 3 milliards 7 de free cash flow et on est passé à 6,6 milliards. Donc on a doublé, pas loin de doubler en 2024, en 10 ans, ce qui est un très bon point. Ensuite, ce que vous pouvez aller voir, c'est, alors pas le compte de résultat, enfin vous pouvez, hein, ça ne va pas vous manger, mais le bilan. Le bilan, ce que je regarde, ce sont les dettes. Total des dettes, on est à 2 milliards pour des dettes, total de dettes à un peu moins de 12 milliards de dettes. Ça veut dire qu'on a quand même du cash de côté, et le cash, vous allez trouver dans cette ligne-là. Dans trésorerie et équivalent trésorerie, donc cash and équivalent cash, si vous regardez des rapports en anglais. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de cash, hein, quasiment 10 milliards de cash sur les comptes en banque. Et ça, c'est un très bon signe. Pourquoi c'est un très bon signe? Alors, on va voir rapidement le principal concurrent de Nike pour comparer vraiment les deux sociétés. Et vous allez voir qu'en réalité, Nike a pas tellement de concurrence ou pour l'instant a pas tellement de soucis à avoir. J'ai juste pris des notes très intéressantes à savoir si vous voulez devenir actionnaire de Nike. Mais les différentes données financières, il y a une augmentation des ventes sur 13 des 14 dernières années, donc ce qui est quand même un bon point. Et la seule année qui fait exception, c'est l'année Covid, donc c'est dommage. Les marges, elles sont stables, on l'a vu. Maintenant, Nike contre les concurrents, c'est parti. Il n'y a pas de jingle, donc c'est parti. Le chiffre d'affaires de Nike, c'est 51 milliards de dollars en 2024. Le premier concurrent, donc Adidas, est loin derrière avec 21 milliards de dollars. Et si on regarde bien dans le quantitatif, voilà, 21 milliards contre 51. Je peux vous dire que la marge, c'est pas pareil. Niveau part de marché, ça c'est aussi, alors niveau part de marché, c'est aussi très intéressant à savoir. Selon Morningstar, hein, en Amérique, Nike, ça représente 18% de part de marché contre Adidas 5% et Lululemon 4,5%. En Europe, Nike, 18% de part de marché également, contre Adidas, 12%. Bon, j'ai envie de dire Nike explose la concurrence. Et maintenant, on va regarder un peu Adidas. Bon, vous voyez, 3% de note quantitative, un CAGR et une linéarité vraiment inférieure à Nike. Alors, l'évaluation du prix, il ne faut pas la regarder là, vous allez voir pourquoi très rapidement après. La rentabilité pour l'actionnaire, elle est catastrophique, il n'y a pas de mots, hein. ROIC sur 10 ans à 9,39%, ROE 14%, ROCE 14%, la marge brute, pareil que Nike, par contre la marge nette, en gros elle n'a pas de marge, hein. Enfin c'est terrible, hein. Le CAPEX est un peu plus élevé, ici c'est terrible. La croissance sur 10 ans elle est à 5,8, donc elle est quand même inférieure à Nike qui était à 8% de mémoire. On va regarder ça, elle était à 8%, donc elle est même inférieure, c'est chaud. La dette, la dette c'est terrible. On va se pencher dans le quantitatif. Moi, vous voyez, il y a quand même une belle montée ici, et depuis 2019, elle fait pas grand-chose parce qu'elle est décroissante depuis 2019. Les retours sur capitaux, bon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Vous voyez la chute, hein, depuis 2019. On est passé à un ROE de 29 à moins 2,5. J'ai envie de vous dire, c'est catastrophique le premier concurrent. Les free cash flow, ils sont pas en hausse, ils sont cycliques parce qu'on est sur les mêmes niveaux de 2023 à 2019. Donc il n'y a rien eu comme augmentation. Et le pire, et là c'est red flag assuré, c'est qu'il y a eu en 2022 une perte. Voilà, donc ça veut dire que l'entreprise, elle ne générait pas d'argent, ça veut dire qu'elle perdait de l'argent. Plus elle produisait, plus elle perdait. Ouais, parce que moins 1,2 milliard en 2022, c'est catastrophique. Les dividendes, en 2020, on les a coupés. Ça veut dire que l'entreprise, elle n'est pas solide. La dette sur EBITDA,
On est à 7 en 2023. Donc même si c'est un bug, 7, là on est à 3,29. Autant vous dire que c'est red flag assuré. Bon, les actions en circulation, elles diminuent. Mais bon, à côté de ça, tout part en vrille. Donc bon, très rapidement, Nike est quand même en pole position parce que derrière, il y a Adidas. Et je peux vous dire que niveau chiffres, on l'a vu ensemble, c'est pas dingue dingue. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour l'analyse de Nike. On va passer à la conclusion de la vidéo. Qu'est-ce que l'on peut retenir du groupe? Bah déjà, le point fort, c'est qu'il y a une solidité qui est financière. On l'a vu comparé à son premier concurrent. C'est une des marques mondiales les plus fortes et ça, c'est un très bon point. Ensuite, bah forcément, le petit point faible, ça va être sa dépendance aux sous-traitants et l'arrivée comme Lululemon ou Oka qui peuvent faire mal si leurs produits sont de meilleure qualité et moins chers. Et ma décision un peu pour clore la vidéo, bah vous le savez, hein, je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai ouvert une position à la fin août pour 10 actions avec un PRU, donc un prix de revient unitaire à peu près 83,31 $. Donc pour l'instant, bah, vous l'avez vu, je suis un peu en perte, mais je vise le long terme, donc faut pas s'inquiéter. À savoir que Bill Ackman, le taux de rotation, il est vraiment pas élevé et il garde en moyenne 5 ans ses actions en portefeuille. Donc vous avez vu, je pense que Nike, je vais le garder pendant un petit moment. Et hop hop hop, ne partez pas en courant. Place à la citation de l'émission. Je suis en train de lire, et d'ailleurs je vais en faire une vidéo parce que c'est très intéressant, le livre, plutôt l'autobiographie de Philip Knight, donc le fondateur de Nike. Et dès le début du livre, eh ben, il nous dit une phrase très intéressante, qu'on aime la vie ou non, la vie est un jeu. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, à partager, à liker, à commenter, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!